Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. La rareté des ressources en eau pose très souvent des problèmes et autres conflits sur le continent. Pour réfléchir ensemble à des solutions et partager des expériences en la matière, s'est tenu en mars dernier à Dakar le Forum mondial de l'eau sous le thème La sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Quelles conséquences du manque d'eau ou de la rareté de cette ressource? Aujourd'hui, comment trouver des solutions face à cette situation? Le développement en première partie d'émission. Et puis les contextes de conflits armés posent d'importants défis aux organisations non gouvernementales et autres missions humanitaires. D'où la nécessité de se conformer à certains principes pour mener à bien leur mission. Quels principes régissent ces organisations humanitaires? Quels sont leurs rôles en zone de conflit? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, Pathé Dieye, vous êtes chercheur en sciences sociales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, merci de m'avoir reçu encore une fois. Merci également. Fatou Fall, vous êtes analyste défense et sécurité. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté également notre invitation. Merci Daouda, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau. Toujours un plaisir aussi de partager le plateau avec vous. Pathé, les problématiques d'accès à l'eau sont très souvent source de conflits, armés ou non, de problèmes intercommunautaires sur le continent. Aujourd'hui, quelle explication du lien entre ces conflits et les questions liées au changement climatique? Puisque souvent aussi, ce manque d'eau peut être lié aux effets du changement climatique. Merci Daouda pour cette question très pertinente. De prime abord, comme tu l'as souligné, il y a des constats très importants qu'on peut faire. Comme par exemple, si nous prenons par exemple le bassin du lac Tchad, entre 1960 et 2000, ce bassin a perdu 90% de son volume, passant de 25 000 km² à 2000 km². Et surtout que c'est un cours d'eau qui alimentait environ 30 millions de personnes. 30 millions de personnes entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Donc non seulement c'était utilisé pour de l'irrigation, mais pour avoir l'accès à l'eau potable, mais aussi pour des besoins de navigation. Donc face à ce catastrophe naturelle-là, il y a de la pression sur une ressource vitale. Et à chaque fois qu'il y a de la pression sur une ressource vitale, le degré de conflictualité augmente. Donc ça peut être un premier facteur d'explication. Mais aussi qui dit eau est en train de parler en même temps de facteurs d'inégalité, puisque aujourd'hui, un habitant du Sahel a environ 10 litres d'eau par jour, comparé à un Européen qui a 150 litres par jour, à un Nord-Américain qui a accès à 250 litres par jour. Donc on constate ces inégalités-là juste pour dire que non seulement l'Afrique est le territoire où on émet le moins de gaz à effet de serre, mais où il y a les pays qui subissent le plus les impacts des changements climatiques. Et pour confirmer cela, selon le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat publié le 28 février dernier, on dit tout simplement qu'un Africain sur 3 est confronté à un problème d'accès à l'eau et 400 millions d'Africains en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'eau potable de manière récurrente. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains, Fatou, confrontés à ce problème d'accès à l'eau. Selon vous, comment peuvent se manifester ces problèmes liés aux questions d'accès à l'eau? Merci Daouda. Alors, par rapport à cet amenuisement des ressources hydriques, les manifestations sont diverses. Nous remarquons d'ailleurs au niveau du Sahel les conflits entre agriculteurs et éleveurs parce que tout simplement il n'y a pas assez d'eau pour tout un chacun. Nous remarquons aussi les déplacements de population, il y a beaucoup de migration. Il y a aussi l'accès au niveau des communautés locales parce que c'est vrai qu'il y a le changement climatique qui impacte beaucoup, mais il y a aussi la mauvaise gestion de l'eau. Et à travers cette mauvaise gestion de l'eau, il faudrait cibler aussi l'impact du secteur extractif. Tout ce qui est industrie minière, justement, impacte fortement sur la contamination de ces eaux. Et évidemment, la surexploitation, dans la mesure où nous n'avons pas une bonne politique d'utilisation des ressources disponibles. Et cette surexploitation-là et ces problèmes-là liés à l'accès à l'eau impactent également une couche très importante aujourd'hui de la société, à savoir les femmes. Comment aujourd'hui se manifeste cet impact-là?
Au niveau des communautés locales, les femmes sont le plus impactées puisque ce sont ces personnes qui sont directement en contact avec l'eau, puisque toutes les tâches ménagères sont effectuées avec l'eau, les tâches qui leur permettent d'avoir des revenus, comme l'agriculture, l'élevage et autres, elles ont besoin d'eau. Ces femmes, évidemment, sont fortement impactées et dans cette mesure, il faudrait que les politiques intègrent davantage ces femmes au niveau local pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réfléchir de manière globale, mais de prendre les spécificités des zones dans la mesure où certaines zones sont beaucoup plus impactées que d'autres concernant l'amenuisement des ressources hydriques. Dès lors, il faudrait mettre à profit pour moi l'expertise scientifique, qu'il y ait une base de données, parce qu'il s'agit non seulement d'impliquer le politique, mais à la base d'avoir des informations concrètes, non pas seulement sur la superficie, mais de voir, par exemple, par rapport au fleuve en amont, déjà quel est le débit, comment maximiser, parce que il ne s'agit pas seulement aussi d'utiliser l'eau pour certaines tâches, mais l'eau est également fortement connectée aux questions d'énergie, notamment avec les barrages hydroélectriques qui parfois tout simplement freinent ou empêche carrément l'accès à l'eau au niveau de certaines zones. Et par rapport à ces questions d'utilisation des données en lien avec les ressources en eau, aujourd'hui, Pathé, pensez-vous que nos États sont dans cette dynamique-là aujourd'hui, de travailler avec ces données-là pour voir comment mieux gérer les ressources hydriques? On fait tout le temps le constat dans le domaine de la recherche de dire que aujourd'hui, il n'y a pas assez de données disponibles par rapport à l'utilisation de nos ressources. Et un constat très simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de données sur un territoire qui est proche de moi, on est obligé d'avoir des bases de données de la Banque mondiale, du FMI, etc., mais pas des centres de recherche locales qui ont les données. Donc c'est ce qui montre que les États ont négligé carrément la recherche qui devait être la base pour bien appréhender ces questions-là, ces questions de développement-là. Donc ça, c'est un premier point et ce serait très important aujourd'hui dans des contextes actuels d'avoir des bases de données qui nous sont propres, réalisées par des chercheurs en collaboration avec les centres de recherche de nos pays pour pouvoir avoir une base de données pertinente sur ces questions-là. Mais l'autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'utilisation des ressources, comme par exemple nous avons l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, de même que le fleuve Niger, ils ont carrément un dispositif juridique qui constitue ces mécanismes d'intégration réussie et de gestion des ressources en eau seront davantage développés, mais on reste avec la raréfaction de la ressource. Est-ce que aussi les autorités publiques n'ont pas en partie une certaine responsabilité par rapport à cela? Puisque dans certains États, il arrive que certaines zones vivent aujourd'hui des problèmes d'équité sociale. C'est-à-dire même l'administration publique aujourd'hui n'est pas assez présente dans cette zone. Et pourtant, ce sont des zones où des entreprises étrangères sont autorisées aujourd'hui à exploiter les ressources extractives de ces zones. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Fatou, souvent l'exploitation de ces ressources aussi demande l'utilisation de beaucoup d'eau. Au même moment, les populations environnantes même manquent d'eau. Oui, ça c'est très important de le souligner puisque très souvent on a tendance à créer un lien direct entre changement climatique et conflictualité par exemple, alors qu'il n'y a aucune étude qui peut établir carrément un lien direct entre changement climatique et conflit, mais plutôt c'est la gestion des ressources qui pose problème le plus souvent. Lorsqu'on a un État qui est absent et en décrépitude et qui ne prend pas en compte une gestion équitable des ressources, c'est normal qu'il y ait une partie de la population qui soit marginalisée ou bien qui se sentent frustrés. Encore une fois, comme par exemple entre 2016 et 2019, on a vu qu'au Nigeria, il y a plus de 4000 personnes qui ont perdu la vie dans des conflits entre éleveurs et agriculteurs parce que tout simplement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu accès à des terres ou bien que tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à suffisamment d'eau, mais parce que l'État central n'a pas pu distribuer ces ressources-là de manière équitable. Par conséquent, certaines parties de la population s'est sentie frustrée, s'est sentie marginalisée, s'est sentie mal représentée au niveau des instances de prise de décision et leur manière d'exprimer cette frustration-là a été très souvent la violence, créant ainsi une amplification au niveau des conflits communautaires.
Et Fatou, l'eau est devenue aujourd'hui un enjeu géopolitique majeur à travers le monde. Plus de 40% de la population mondiale est établie dans les 250 bassins fluviaux et transfrontaliers du globe. Ainsi, avoir accès à l'eau est devenu un enjeu économique puissant à l'échelle planétaire qui pourrait même devenir dans le siècle à venir l'une des premières causes de tension internationale, même si Pathé n'est pas d'accord pour qu'on mette directement un lien de cause à effet entre changement climatique et problème d'accès à l'eau. Aujourd'hui, comment faire face aujourd'hui par rapport à la raréfaction de cette ressource-là? Merci beaucoup. Alors, je pense que cette question a déjà a fait l'objet d'ébauches dans la mesure où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des accords de coopération qui sont basés sur la Convention d'Helsinki et la Convention aussi des Nations Unies par rapport à l'exploitation de ces bassins internationaux et lacs transfrontaliers. Il faut dire qu'il faudrait rappeler déjà l'accord de Khartoum, par exemple, concernant les pays du bassin du Nil, qui avaient des problèmes de gestion, même si aujourd'hui il y a toujours des problèmes latents par rapport à l'installation de certains barrages, avec l'Égypte qui revendique un droit en amont du fleuve, sachant que par rapport au débit, ça risquerait de poser beaucoup de problèmes aux autres États. Mais je pense qu'il faudrait faire très attention avec cette question dans la mesure où il faudrait trouver des moyens pour gérer cette eau sans pour autant toucher au principe de souveraineté des États. Et c'est là que la question se pose. Il faudrait développer des mécanismes au niveau de cette coopération et de là, on peut déjà aborder la question de... comment arriver à ce que vous venez de dire? J'en viens. C'est là, on va aborder la question... Certains de ces fleuves, par exemple, peuvent traverser 2 ou 3 pays. Par exemple, pour un pays comme le Sénégal, prend sa source au Fouta Djallon en Guinée. Aujourd'hui, comment allier la gestion de ces ressources tout en respectant la souveraineté des États? Voilà, et c'est de là que sort le concept d'hydrodiplomatie, de diplomatie préventive, qui justement ne se base pas seulement sur des aspects géopolitiques, de coopération et tout, mais qui implique une forte utilisation des données scientifiques. On parlait tantôt, moi et Pathé, de la base de données. Il faudrait qu'au niveau des États africains, que l'on soit conscient du fait que l'eau est un enjeu majeur. Malheureusement, beaucoup de nos gouvernants participent à de nombreux colloques, à de nombreux séminaires, mais pour moi ne sont pas assez conscients de cet enjeu, dans la mesure où cet ODD en fait impacte sur beaucoup d'autres ODD. Il n'y a pas que les changements climatiques, il y a la lutte contre la pauvreté, il y a la lutte contre la faim, il y en a plein, les questions de paix et de sécurité, tout est imbriqué et l'eau est un élément central au milieu de tout ce tas de problèmes et il faudrait, pour moi, développer l'hydrodiplomatie sur la base de la science et sur la base de mécanismes de coopération viables. Et on reste avec cette hydrodiplomatie-là, Pathé, la géographie de l'eau, c'est-à-dire les divisions entre bassins versants et la distribution de la ressource au niveau mondial, ne recoupent pas forcément avec les frontières. Fatou avait commencé à développer là-dessus. Et déjà, on peut prendre l'exemple du Nil entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie également. Par rapport à cette question-là, certes, des choses ont été faites, des avancées ont été réalisées, mais le problème demeure toujours entre ces 3 pays-là. Aujourd'hui, vous, quelle analyse faites-vous de ce conflit qui concerne ces 3 pays, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte par rapport à la question du Nil, du barrage du Nil? Question très pertinente. Très souvent, on se rend compte qu'au départ, il y a eu un dispositif très important avec des accords qui ont permis au pays de pouvoir avoir un modèle de partage commun des ressources et de partage des bénéfices aussi. Mais malheureusement, très souvent, il y a un problème d'anticipation sur les problématiques parce qu'à chaque fois qu'il y a des impacts des changements climatiques sur ces cours d'eau-là, les intérêts sont menacés, les intérêts des pays sont menacés et par conséquent, leur réaction a un impact direct sur les accords qu'ils ont déjà signés. Donc c'est très important à chaque fois de pouvoir faire de l'anticipation dans la manière de gérer ces ressources hydriques-là et
à chaque fois, on se rend compte que ce concept d'hydrodiplomatie met beaucoup d'accent sur le partage des expériences par rapport aux données dans la gestion de l'eau, mais ne se limite pas non plus au partage des ressources et des bénéfices, mais aussi à prévenir les conflits qui sont liés à la gestion de l'eau et de l'hydroélectricité. Donc ça, ce sont des leçons qui concernent même les pays qui sont en Afrique de l'Ouest, par exemple, avec l'OMVS ou bien l'OMVG, par exemple. Donc le défi pour ces pays-là, c'est de pouvoir avoir assez d'aptitude d'anticipation pour pouvoir juguler les éventuelles conflictualités qui peuvent arriver en cas de menace de leurs intérêts communs. Et malgré l'accord de Khartoum soulevé tout à l'heure par Fatou et les différentes rencontres tripartites qu'il y a eu entre ces différents pays-là, aujourd'hui, certains pays semblent prendre des décisions et avancer de leur côté, ce que d'autres dénoncent. On peut donner l'exemple actuellement de l'Éthiopie, où le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en service la première centrale de production d'électricité à partir du Nil bleu, une décision jugée unilatérale par l'Égypte et le Soudan. Que pensez-vous aujourd'hui de l'attitude de l'Éthiopie, surtout face à la situation aujourd'hui qui les oppose et où des solutions définitives ou durables ne sont pas encore trouvées? Il y a deux dimensions de l'analyse, parce que le premier facteur, c'est une dimension géostratégique qui consiste à défendre ses intérêts et à mettre en place un dispositif permettant de se mettre à l'abri du besoin. C'est ce qui explique la réaction d'Abiy Ahmed, mais aussi il y a malheureusement une entorse qui a été faite, à un protocole qu'ils ont signé avec les deux autres pays. Donc il y a encore urgence à se remettre autour de la table de négociation, puisque à chaque fois on se rend compte que ce sont les intérêts des trois pays qui sont touchés, donc on ne peut pas avoir une progression unilatérale sur ces questions géostratégiques. Fatou, on reste avec la question du Nil. Aujourd'hui, quelle solution concertée entre les trois États? Des accords existent déjà, les rencontres se poursuivent entre les représentants des trois pays, mais le problème demeure. Donc aujourd'hui, quelle solution par rapport à cette situation entre les trois pays sur la question du Nil pour une sortie de crise? Alors, ce serait très prétentieux de ma part de vouloir dire qu'il faudrait que les États adoptent telle ou telle démarche. Non, mais votre point de vue par rapport à la situation. Ce qui est constant, ce qui demeure, c'est qu'il faudrait toujours aller vers des négociations, d'autant plus que c'est une question à laquelle on ne prête pas beaucoup attention, mais on devrait, parce que si jamais un conflit éclatait là-bas, ce sont les populations qui en pâtiraient. Et nous savons tous que quand il y a conflit, souvent les infrastructures vitales sont ciblées, malgré le fait qu'elles soient protégées par le droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne les infrastructures permettant de fournir l'eau. Il faudrait, je pense, que la société internationale, mais surtout au niveau de l'Afrique, qu'elle se mobilise afin de trouver une solution à ce problème, d'autant plus que les problèmes sécuritaires dans cette zone sont divers. Et par rapport à ces questions sécuritaires, Fatou, vous êtes analyste défense et sécurité. Aujourd'hui, la Corne de l'Afrique aussi est une zone assez sensible aussi. Souvent, déjà, il y a la question du Tigré au niveau de l'Éthiopie. Il y a aussi d'autres problèmes au niveau du Soudan. Et comment aujourd'hui arriver par rapport à cette situation déjà que vivent ces pays-là, aujourd'hui, quel impact est-ce que cela pourrait avoir aujourd'hui sur la situation sécuritaire de ces États-là? Vous savez, c'est une question très complexe dans la mesure où il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Si on prend la question de fourniture des armes, les États étrangers jusqu'à présent ont leurs mains au niveau de ces régions. Et moi, j'ai l'impression que les instances régionales ou les instances africaines sont inertes par rapport à cette question. On en parle et je pense que c'est beaucoup plus les médias qui en parlent. Mais quelles sont les résolutions concrètes pour justement régler cette question de fourniture d'armes et de trafic de tout type là-bas? Il n'y a pas véritablement de solution dégagée. Pour moi, les réflexions sont beaucoup plus orientées sur le Sahel, la zone du Sahel et les pays côtiers que sur cette corne de l'Afrique qui, pour moi, risque d'embraser toute l'Afrique dans la mesure où nous ne prêtons pas attention, mais vers le Mozambique, les cellules ne cessent de se multiplier.
arrivé à un moment, la situation risque d'être incontrôlable dans la mesure où, il l'a dit tout à l'heure, au niveau du bassin du lac Tchad, si tout ce qui se passe au niveau de la Corne de l'Afrique rejoint le bassin du lac Tchad avec le Mozambique, on est parti pour ne pas sortir de l'auberge de sitôt. Et par rapport même à la situation au Mozambique aujourd'hui, il y a une force des pays de l'Afrique australe, une force régionale qui a été déployée sur le terrain pour une mission indéterminée pour aider aujourd'hui ce pays-là à sortir de la situation. Des avancées ont d'ailleurs été notées et un centre régional de lutte contre le terrorisme a aussi été mis sur pied, dont le siège se trouve en Tanzanie. Pathé, vous aviez commencé tout à l'heure à développer sur les modèles réussis aujourd'hui de gestion en eau. Nous en venons, on peut donner aujourd'hui l'exemple de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Que pensez-vous aujourd'hui de pareilles initiatives? Je pense que c'est très important de pouvoir prendre des leçons de ces initiatives-là d'abord, puisque depuis 1978, le Sénégal a eu un cadre juridique qui est considéré comme un exemple dans ce sens de partage de ressources et des bénéfices hydriques et de gestion de l'hydroélectricité. Donc c'est considéré comme un exemple, mais ce qu'il faut faire par rapport à cela, c'est d'inviter ces autres espaces-là à prendre exemple de ces initiatives et aussi de continuer à pérenniser ces actions-là. Donc, lorsqu'on vient, comme ce qui s'est passé au Sénégal récemment, le forum de l'eau, c'était un cadre de concertation et d'échange, et c'est le moment pour les États et la société civile d'inviter toutes les parties prenantes à avoir, par exemple, un fonds bleu. De la même manière qu'on a un fonds vert, ce serait bien d'avoir un fonds bleu pour accompagner ces États-là à pérenniser ces initiatives, parce qu'il y a une justice et une inégalité à réparer dans la mesure où lorsqu'on dit qu'il y a une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable, donc ça c'est une injustice à réparer. Et il ne faut même pas aller très loin, rien qu'à Dakar, on est d'accord qu'un quart de la population est concentrée dans la capitale et la moitié de cette population qui est dans la capitale est dans les banlieues. Et et on est d'accord qu'à chaque fois on a toujours des coupures d'eau la journée et l'eau ne vient que la nuit. Donc si juste 2 millions de personnes font 30 minutes pour remplir le réservoir d'eau par jour, ça veut dire que nous perdons collectivement chaque jour 60 millions d'heures juste pour avoir l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire un besoin primaire, quoi. Nous perdons 60 millions d'heures collectivement par jour pour avoir accès à ce besoin primaire. Donc il y a une question d'inégalité à régler et il faut profiter de ce genre de forum pour mettre la pression pour avoir un fonds bleu qui puisse accompagner ces États-là à pérenniser ce genre d'initiative et surtout à l'entretenir dans le long terme. Et par rapport aux solutions, Fatou, on constate que pour ce qui est des questions politiques, de gouvernance, de paix et de sécurité, aujourd'hui on a des organisations régionales assez fortes, à l'image de la CEDEAO, de la SADC et d'autres organisations un peu partout, régionales bien sûr, sur le continent. Mais pour ce qui est de la gestion des ressources aujourd'hui, en eau ou d'autres ressources naturelles, on a l'impression que nous traînons un peu les pieds. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Tantôt, Pathé aussi en a parlé, c'est le défaut de prise en compte réelle de l'enjeu que constitue la gestion de l'eau aujourd'hui par rapport à ces questions de paix et de sécurité. Quand vous dites que ces organisations sont fortes, moi ça me pose problème dans la mesure où il ne s'agit pas juste de voir de manière superficielle qu'il y a des conflits. Il faudrait prendre tous les paramètres qui génèrent ces conflits et qui les aggravent, parce que parfois les conflits ne sont pas issus systématiquement de la gestion de l'eau, mais la question de l'eau. Une organisation comme la CEDEAO, au moins c'est un modèle quand même assez abouti, même s'il y a des choses à revoir, mais au moins il y a des réussites qui ont eu par rapport à la gestion de problèmes politiques ou de gouvernance dans la région ouest africaine. Oui, un modèle assez abouti par rapport à quoi? Quel est le référentiel? C'est ça la question. Par rapport aux problèmes qui se présentent à cette organisation-là, par rapport à la gestion de ces problèmes, que ce problème soit d'ordre politique ou bien de gouvernance ou bien même de gestion des élections. C'est surtout par rapport à ce problème-là. Oui, mais si on part sur le plan sécuritaire, je ne dirais pas que c'est un modèle abouti, parce que si c'était le cas, je ne pense pas qu'on aurait autant de problèmes dans le Sahel et qu'il y ait cette progression djihadiste vers les pays côtiers. Moi, c'est par rapport à cette question que je dis que pour moi, ce n'est pas encore une organisation aboutie, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Et justement, par rapport au traitement de cette question, la question de l'eau
pour moi, n'est pas assez traitée et n'est pas assez évoquée. On est toujours dans des questions de déclaration de Dakar. Quelles sont les mesures qui vont être déployées? On est toujours dans la théorie, on est toujours dans la prise de conscience et les populations sont en train de pâtir. Il ne faut pas oublier aussi que le nombre de populations déplacées ne cesse d'augmenter, le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Quelle est la place de ces personnes justement par rapport à l'accès de l'eau? Et par rapport à tous ces questionnements-là que vous venez de soulever, selon vous, quel apport de rencontres telles que la 9e édition du Forum mondial de l'eau qui a été abritée par la capitale sénégalaise Dakar en mars dernier? Quel apport d'une telle rencontre par rapport à tous les questionnements que vous avez soulevés? Ce à quoi, pour moi, on devrait s'attendre par rapport au forum qui s'est tenu, c'est qu'il y ait des mesures concrètes pour lutter contre la surexploitation de l'eau au niveau de certaines zones du pays. Si je prends l'exemple du Sénégal, de pouvoir aussi trouver des solutions contre la contamination des nappes par les industries extractives, mais aussi, comme l'a dit Pathé tantôt, de trouver les moyens de donner l'accès à ces ressources à certaines populations qui, à ce jour, n'ont pas accès, et ce, de manière équitable. Et ces populations-là qui n'ont pas accès à l'eau ou à d'autres ressources aujourd'hui pour leur survie sont souvent assistées sur le terrain ou bien dans leur zone par certaines organisations non gouvernementales et autres missions humanitaires. Aujourd'hui, quel rôle de ces organisations humanitaires en zone de conflit? Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission. Fatou, au courant de ces 20 dernières années, l'aide alimentaire a considérablement augmenté, tout comme le nombre et la diversité des acteurs apportant cette assistance. Dans le même temps également, les intérêts stratégiques des principaux détenteurs du pouvoir dans les situations de conflit diffèrent, qu'ils soient aujourd'hui les acteurs armés, les gouvernements, les organisations humanitaires et autres organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous des missions humanitaires lors des situations de conflit autant pour moi? Merci beaucoup. Alors, si on se réfère au droit international humanitaire, ce qu'on va dire, c'est que les missions humanitaires sont censées fournir de la protection et de l'assistance aux victimes des conflits armés, de faire respecter le droit international et de veiller à ce que justement qu'il y ait une intégration au niveau des législations nationales de ces principes d'assistance et de protection qui relèvent du droit international humanitaire. Toutefois, il faut dire que par rapport à cette prolifération des acteurs, la question de l'ingérence dans les affaires des pays se pose dans la mesure où nous remarquons que de plus en plus certaines ONG font l'objet de manipulations ou tout simplement font partie intégrante de la politique extérieure de certains États. Et pour évoquer cette question, il faudrait faire appel plutôt à la question des financements. Parce que vous savez, lorsque vous vous faites financer par certains donateurs qui ont des intérêts stratégiques, qui ont des intérêts de positionnement, parce qu'il faut le rappeler que sur la scène internationale, il s'agit d'une question de positionnement. Chacun cherche à montrer sa suprématie, à développer son soft power aussi. Bien évidemment, certaines organisations, au-delà de ce qu'on appelle mission humanitaire visibles sur le terrain, vont tout simplement véhiculer les valeurs, la culture et préserver les intérêts de ces pays donateurs. Et par rapport à ces intérêts-là, Pathé, on a vu aujourd'hui beaucoup de pays accuser des organisations humanitaires d'ingérence ou bien d'aller au-delà de la mission humanitaire pour laquelle elles ont été accréditées. Aujourd'hui, quel risque est-ce que cela peut avoir sur le terrain par rapport à la mission qui leur est assignée ou bien par rapport au mandat qui leur est donné? Oui, lorsqu'on glisse sur ce terrain, moi, la notion d'humanitaire est un paradigme qui me pose de plus en plus problème parce que tout simplement, aujourd'hui, lorsque derrière une mission humanitaire, il y a de l'ingérence d'un État, par exemple, on se rend compte qu'il y a une politique de la mendicité qui est maintenue au lieu de renforcer les capacités du pays à pouvoir sortir du problème dans lequel il est noyé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui,
on a tendance à considérer les pays en situation de crise comme des champs à projets. Si nous prenons le Sahel entre 2010 et maintenant, il y a eu plus de 800 projets qui ont été installés dans le Sahel sans qu'on puisse voir l'impact réel sur les populations qui sont touchées. Donc 800 projets dans le Sahel sans vraiment réel impact parce que tout simplement... Et d'autres qui continuent encore à être déployés dans la zone. Exactement. On ne demande pas l'avis des populations. On voit juste qu'une population n'a pas accès à l'eau et on vient, on creuse, on forage, on puits et sans demander les avis aux populations ou de collaborer avec eux pour voir quels sont véritablement leurs besoins. Donc, par contre, à partir du moment où les populations ne sont pas impliquées, elles deviennent spectatrices et elles vont consommer ce qui est proposé, prendre l'argent qui est donné et passer à autre chose sans que les projets qui sont mis en place puissent avoir un impact dans le long terme et puissent soigner véritablement le vrai problème qui est un problème de gouvernance et non pas vraiment une réponse militaire. Et Fatou, par rapport à cette mission des humanitaires en zone de conflit, tout comme la presse, ces humanitaires constituent des personnes à protéger durant les guerres et conflits armés ou non. Mais aujourd'hui, comment doit s'effectuer cette protection-là sur le terrain ? Conformément au droit international, bien sûr. Vous savez, par rapport à cette question, je pense que c'est assez clair. Les textes existent, le droit international humanitaire est assez régulé. Mais il s'agit tout simplement de la mise en œuvre. On n'a pas de mécanismes internationaux de protection. C'est au niveau des États que tout se passe. S'il y a des forces qui sont déployées, ce sont des forces qui viennent de différents États, des éléments qui viennent de différents États qui sont réunis. Ça pose problème parce que nous avons des textes internationaux, mais nous n'avons pas des mécanismes de mise en œuvre. Je parle des forces de protection. Nous n'avons pas de force internationale de protection. C'est au niveau des mandats, tout simplement, que voilà, ils savent qu'ils doivent protéger les civils, ils doivent protéger la presse, ils doivent protéger les personnes qui sont au niveau des missions humanitaires. Et justement, cela pose problème dans la mesure où ils ne peuvent pas assurer tout ce lot. Maintenant, il y a aussi les questions d'intérêt qui sont en amont, parce que même par rapport à la question des mandats, d'accord, dans le mandat, les missions sont assignées, mais est-ce que c'est ce qui est respecté sur le terrain? Oui et non, selon certaines zones. Moi, je pense que par rapport à ce que Pathé disait tout à l'heure concernant concernant le rôle de ces missions humanitaires qui proposent beaucoup de projets, il faut justement signaler que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de développement durable, comme on l'appelle, dans lesquels elles sont impliquées. Souvent, les véritables préoccupations des populations ne sont pas prises en compte, mais parfois aussi, ces populations sont dos au mur. Si vous prenez une zone dans laquelle il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accès aux soins chirurgicaux ou aux soins médicaux, ce qui se propose à ces populations, mais elles vont prendre parce que tout simplement l'État n'est pas présent. Donc il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu et qui rend compliqué justement la gestion de ces missions humanitaires. J'aimerais rappeler aussi, par exemple, que pour la CICR, par exemple, ce qu'ils disent au niveau des priorités qu'ils ont pour les missions, ils disent que la fourniture de l'eau potable est une priorité. Alors, la fourniture de l'eau potable, je pense que c'est une question d'intérêt stratégique. C'était normalement à l'État de pouvoir gérer cela. Et pourtant, c'est dans leur texte et on accepte. On n'y voit pas de problème. On ne critique pas, on ne cherche pas à changer cela. On ne cherche pas non plus à diluer, à trouver des mécanismes de collaboration forcés, entre guillemets, entre ces organisations et entre les États. Et on a comme l'impression que par rapport à l'exemple même que vous avez donné tout à l'heure, Fatou, c'est comme une reconnaissance implicite aujourd'hui des États à ne pas avoir respecté eux-mêmes les missions qui leur ont été assignées par leur population. Par exemple, la nécessité aujourd'hui d'accès à l'eau potable, aujourd'hui cela fait partie des ODD et même ce sont les États qui devraient gérer ça. Donc accepter aujourd'hui qu'une organisation humanitaire sur le terrain, que cela fasse partie de ses mandats, c'est
c'est en grande partie aussi la responsabilité de nos États. On reste toujours avec les populations et la nécessité de les impliquer. Pathé, comment aujourd'hui les actions humanitaires sont négociées en période de conflit pour l'accès aux populations dans le besoin des services humanitaires ou pour gagner leur acceptation? Puisque vous avez autant pour moi fait tout à l'heure une remarque, c'est-à-dire qu'il serait important que ces populations soient impliquées du début jusqu'à la fin pour au moins cette acceptation-là. Je pense que c'est très important de passer par les représentations de la société civile, puisqu'on ne peut pas forcément aller directement au contact des populations, mais les représentants, ce sont les membres de la société civile avec qui on peut travailler de manière étroite pour pouvoir saisir les besoins des populations, les urgences qu'elles expriment, pour pouvoir mieux les aider. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, aujourd'hui, on a du mal à vraiment saisir toutes les préoccupations des populations si on ne leur demande pas leurs avis. Et aussi, si à partir du moment où les missions humanitaires sont déployées en zone de conflit, si l'État est faible, l'État a du mal à gérer ses missions régaliennes, il a tendance à profiter de l'occasion et de déléguer cette mission-là à des organisations comme la CICR par exemple. Donc l'État a tendance à se déresponsabiliser dans une certaine mesure pour pouvoir laisser certaines missions qui sont d'ordre régalien à des organisations étrangères malheureusement. Donc ça crée en même temps une question de légitimité. Ça confirme non seulement l'absence de l'État, mais aussi en même temps on va voir, comme par exemple si au Mali, on va voir que la légitimité va même revenir à des groupes terroristes par exemple. Nous, ce qu'on voit comme des terroristes à la télé sont plébiscités par des populations locales parce que ce sont ces entre guillemets terroristes-là qui leur donnent de l'eau, qui leur permettent d'avoir accès à des soins de santé primaires. Ce sont des gens qui dans ces zones-là se substituent à l'État. Allez-y Fatou, vous voulez. Il faut que les États prennent leurs responsabilités aussi et évaluent les actions de ces missions humanitaires. Parce que normalement, les missions humanitaires ne sont pas censées durer dans un État. C'est pour une période bien déterminée, c'est pour des situations d'urgence. Mais ces situations d'urgence durent pendant des années et des années. Donc, qu'est-ce que ces missions sont en train de faire au niveau des États? Au-delà d'évaluer les actions qui sont menées par ces missions, vous avez donné l'exemple de certaines organisations aujourd'hui non gouvernementales, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne se pose pas un autre problème que vous avez soulevé en amont, la question du financement même de ces organisations? Est-ce que l'État ne devrait pas avoir un droit de regard ou bien vérifier aujourd'hui la source ou la provenance même des fonds aujourd'hui utilisés par ces organisations? Mais l'État a le devoir de protéger sa population. Il convient de soi que tout ce qui se passe sur son territoire... Surtout dans ce contexte, par exemple, du Sahel, pour lutter contre le financement du terrorisme et d'autres aujourd'hui conséquences que cela pourrait générer. Tout ce qui est question de flux financiers illicites, l'État a un droit de regard par rapport à cela, parce qu'il s'agit aussi de la préservation de son économie, au-delà du recrutement, de l'enrôlement de personnes au niveau des groupes armés. Bien évidemment. Mais malheureusement, le constat est là. Il y a beaucoup de défaillances. Nous avons des États faibles, quasi inexistants dans beaucoup de zones, parties de leur territoire. Et Pathé, aujourd'hui, les principes humanitaires fondamentaux sont le principe d'humanité, bien évidemment, qui définit la motivation de l'action humanitaire, ainsi que la neutralité, l'impartialité et l'indépendance qui décrivent la manière dont l'aide humanitaire doit être fournie. Comment est-ce qu'aujourd'hui ces principes s'exercent sur le terrain en période de conflit, si l'on sait que dans certaines zones aujourd'hui, il y a des organisations ou bien d'autres missions humanitaires qui sont accusées d'ingérence ou bien même d'impartialité, alors que de ne pas être neutre par rapport à la situation, alors qu'aujourd'hui, dans leur texte ou bien dans leurs principes, il est dit qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de parti pris par rapport à tel ou tel autre acteur. Je pense que Fatou l'a souligné très bien tout à l'heure, que les textes sont là et permettent de voir... Mais la mise en œuvre, le problème c'est surtout la mise en œuvre. Effectivement, les textes sont bien là, mais au niveau de la mise en œuvre, on se rend compte que ce principe d'impartialité est à revoir, à prendre
avec beaucoup de critiques, beaucoup de prudence, dans la mesure où on voit que c'est plutôt des instruments, les missions humanitaires, des instruments qui sont utilisés par ces pays-là pour se positionner sur le plan géostratégique, puisqu'il y a un échiquier qui est là. Ces pays en crise sont considérés comme un terrain de compétition par les grandes puissances. C'est comme une forme de guerre par pays interposés où même le terrain humanitaire aussi est un terrain de compétition entre ces grandes puissances. Donc ces missions-là sont malheureusement instrumentalisées pour un positionnement géostratégique dans une région donnée. Voilà, puisque au départ de ces crises-là, on voit que ce sont des pays qui viennent se positionner sur le plan militaire ou bien sur le plan économique. Il reste un autre terrain, c'est le plan humanitaire, et ce n'est pas tout simplement pour aider des populations à améliorer leurs conditions de vie, mais plutôt pour se positionner et créer une image sur la scène internationale. Et Fatou, une organisation que vous citiez tout à l'heure, à savoir bien sûr voilà, le Comité international de la Croix-Rouge, qui a pour mandat de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et de troubles internes et de leur apporter assistance. Les activités de protection et d'assistance sont souvent indissociables. Selon vous, quel rapport, autant pour moi, doit entretenir la Croix-Rouge ou bien une telle organisation avec les différentes parties du conflit sur le terrain? Vous l'avez dit tantôt, et Pathé l'a rappelé aussi, il s'agit des principes d'impartialité, de neutralité, d'assistance, de protection. La Croix-Rouge connaît les prérogatives qui lui sont assignées. Elle sait ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle ne doit pas faire. Donc, si on arrive à peut-être constater certaines situations voilà, dans lesquelles ces principes n'ont pas été respectés, qui sont les garde-fous? Et à côté aujourd'hui de ces... Mais ce que je voulais rajouter par rapport à cela, c'est que souvent dans les États en conflit ou post-conflit, il y a ce qu'on appelle les questions de réhabilitation ou de restauration du tissu social, la restauration de la justice. Ces missions humanitaires sont souvent témoins de beaucoup d'exactions. Mais même si elles ont ce principe d'impartialité et de neutralité, je pense qu'au nom de la justice, on gagnerait à réfléchir sur comment impliquer ces missions humanitaires dans la restauration du tissu social, puisqu'on est déjà en train de parler de questions d'ingérence. Est-ce que cela ne risque pas aussi de violer leur mission ou bien leur mandat? Oui, mais le problème, c'est que ces organisations sont parfois utilisées à des fins de renseignement pour des États puissants. Donc, il faudrait que les États africains aussi sachent comment tirer leur épingle du jeu. Parce que vous ne pouvez pas imposer à des États qui ont la force de se comporter de telle ou de telle manière. Il faudrait réfléchir sur ces mécanismes juridiques qui sont là, comment faire en sorte que nous aussi, nous ayons des textes qui nous permettent, excusez-moi du terme, d'utiliser, entre guillemets, ces missions humanitaires qui parfois agissent pour le compte d'États beaucoup plus puissants. Et Fatou, autant pour moi, Pathé, ces missions humanitaires-là, à côté des organisations traditionnelles, de plus en plus, on note une floraison de ces organisations. La plupart, aujourd'hui, Fatou a soulevé le problème, on ne sait pas d'où viennent leurs sources de financement. Mais aujourd'hui, par rapport même à cette floraison d'organisations ou bien de structures se réclamant d'humanitaire, aujourd'hui, quelle solution face à cette situation-là pour éviter toute ingérence ou bien pour éviter même sur le terrain un empiètement de la mission de tel sur tel autre? Oui, c'est une question très importante parce que tout à l'heure, on l'a souligné que l'État doit avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe sur son territoire. Mais malheureusement, si l'État est faible, si on est face à un État qui est en décrépitude face à ce genre de situation, on se rend compte que l'État ne pourrait pas forcément faire ce travail-là. Donc c'est là que j'interpelle peut-être les institutions sous-régionales comme la CEDEAO qui peuvent aider ces États-là en situation de crise dans l'élaboration de protocoles beaucoup plus solides pour aider les États à mieux encadrer les flux financiers qui passent par leur pays et de faire de sorte que la gestion de ces flux-là aille
aille au service des populations et non que ce soit des mannes financières qui traversent les pays pour des intérêts de groupes dont on ne connaît pas forcément l'identité. Et Fatou, allez-y, allez-y. Oui, j'aimerais rajouter par rapport à ce qu'il vient de dire qu'il faudrait aussi plus sensibiliser les acteurs de la société civile sur les flux financiers illicites, parce qu'il faudrait qu'il y ait encore plus d'études, mais également il faudrait intégrer les journalistes d'investigation, les blogueurs, les activistes, parce que la population souvent ne sait pas ce que ça veut dire des flux financiers illicites. Donc ils considèrent tout simplement cela comme étant des dons, des actes de bienfaisance. Et je pense que si tout un chacun est impliqué, cela aura beaucoup plus d'impact. Et là, ça pourrait aider les gouvernants à redresser la barre. Et par rapport à l'encadrement et au contrôle de ces missions humanitaires-là, selon vous, Fatou, quel rôle pourraient jouer les communautés régionales? Alors, il faudrait déjà que les communautés régionales règlent leurs problèmes. Parce que, désolée de le dire, mais elles en ont déjà, je pense, beaucoup. Pour moi, il faudrait une concertation pour ne pas avoir plusieurs plans d'action ou plusieurs stratégies. Il faudrait qu'on ait... D'où la question sur les communautés régionales, parce que Pathé a soulevé tout à l'heure la faiblesse de certains de nos États. Si aujourd'hui les réponses sont apportées au niveau des États, ça risque d'être assez disparate. Mais si c'est au niveau des communautés régionales, puisque ce sont des questions qui sont aussi intimement liées, toutes les questions se rejoignent. Donc est-ce que ce ne serait pas mieux si au niveau des communautés régionales, tout comme ils le font pour la démocratie, la bonne gouvernance, les élections, le respect de l'ordre constitutionnel, qu'il soit bien aussi d'avoir des mécanismes d'encadrement aujourd'hui de ces missions humanitaires-là sur le terrain? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas des mécanismes par région, puisqu'il s'agit d'apporter de l'assistance et de la protection à des personnes qui sont en situation d'urgence ou qui sont victimes de conflits armés. Nous sommes dans un type de situation particulier et qui peut survenir dans différents États. Donc faire en sorte qu'il y ait une stratégie commune pour moi, d'encadrement de ces missions humanitaires. Mais il demeure que, au niveau des États, justement, par rapport à cette floraison de missions humanitaires, parce qu'il faut le relever aussi, il y a des organisations qui œuvrent dans le volontariat et qui, justement, se confondent à un moment, surtout lorsqu'il y a des conflits, avec des missions humanitaires. Il faudrait que l'on sache qui fait quoi. Et beaucoup de ces organisations de volontariat même font dans l'humanitaire. C'est ce que je dis. Donc, c'est quoi? Il faudrait que l'on revoie qu'est-ce qui est habilité à être une mission humanitaire, dissocier cela du volontariat et les répertorier, savoir comment elles agissent et délimiter aussi le temps. Parce qu'il est anormal que les missions humanitaires soient pendant une période illimitée au niveau des États. Cela veut dire qu'on est en situation d'urgence permanente. Et Pathé, cela renvoie à la question aujourd'hui de leur mission et de leur mandat. Je veux bien sûr parler de ces missions humanitaires. Et de plus en plus, l'on note une évolution du terrain d'action de l'humanitaire, ainsi que des acteurs se réclamant de l'humanitaire. Tout à l'heure, Fatou a même donné l'exemple de volontaires. Est-ce que cela ne conduit pas à réfléchir sur l'avenir même de l'acteur humanitaire dans le nouveau contexte international? Oui, c'est très important de réfléchir sur le paradigme humanitaire dans le contexte actuel. En ce moment, aujourd'hui, de réfléchir sur ça parce que déjà, ces organisations-là ont tendance à prendre de plus en plus une parcelle d'action de l'État et elles ont tendance à jouer des rôles régaliens dans leur manière de s'insérer dans le dispositif de la gestion des conflits dans les pays qui sont en situation de crise. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, ils s'insèrent dans le tissu socio-politique et économique des pays dans lesquels elles sont. Donc, cela veut dire tout simplement que la parcelle de pouvoir qu'on leur reconnaissait à l'État traditionnel va être diminuée et je pense que c'est quelque chose qui est inévitable. Le pouvoir de l'État va continuer à diminuer de plus en plus qu'on avance au profit d'autres acteurs qui sont non seulement humanitaires mais d'autres acteurs internationaux qui vont venir
par moment jouer le rôle qu'on attendait de l'État. Donc c'est ça la nouvelle configuration du monde et ça va être accéléré par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, puisque désormais on parle de cybercriminalité, de cyberguerre, une forme de guerre informationnelle. Elle a souligné tout à l'heure le fait que certaines organisations sont utilisées à but de renseignement. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui rentrent en jeu pour montrer que, voilà, certes, l'État doit avoir des mécanismes de réponse pour mieux protéger sa population, mais je pense que son pouvoir va être diminué grandement au profit de ces organisations-là. Et Fatou, selon vous, quelle évolution ou bien quel avenir plutôt de l'acteur humanitaire face à l'évolution actuelle du monde? Oui, tantôt il l'a souligné, c'est-à-dire par rapport à la multiplicité des formes de conflits, bien évidemment, l'acteur humanitaire, pris sous toutes ses dimensions, doit enregistrer des évolutions pour qu'il puisse faire face à tous ces types de conflits. Mais je pense aussi qu'il faudrait voir dans quelle mesure aller vers la prévention et la prospective. C'est un volet qu'il faudrait vraiment développer en synergie avec les acteurs de la société civile, avec les populations locales, avec les instances de décision au niveau local pour éviter justement ces situations d'urgence humanitaire. Et par rapport à ces mécanismes-là qu'il serait nécessaire de développer avec les différents acteurs sur le terrain, à savoir la société civile, à savoir les États, à savoir même les communautés régionales, cela permettrait peut-être d'arriver à des solutions pour mieux recadrer les missions de ces organisations humanitaires et autres acteurs. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Nous recevions Fatou Fall. Vous êtes analyste défense sécurité. Merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de partager ce plateau avec vous sur Medi 1 TV et je suis ravie aussi de partager cela avec Pathé. Merci encore Fatou. Merci aussi à Pathé Dieye, chercheur en sciences sociales. Également un plaisir d'avoir partagé le plateau avec vous, ainsi qu'avec Fatou. Le plaisir partagé, ce fut un honneur de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Merci également à l'équipe technique qui a facilité la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur Medi 1. Très bonne suite de programme.